J'ai appris énormément de choses et j'ai adoré ce que je faisais. Mais pareil, à un moment, j'ai quand même bossé 5 ans. À un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie de profiter de ma vie. J'ai 30 ans et j'ai un peu l'impression d'avoir déjà passé pas mal de temps au boulot. Et quand je rentrais le soir, soit j'étais fatiguée. Du coup, j'avais un peu envie de rien. Donc voilà, ça a été un déclic un peu en même temps qu'on a eu en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai rencontré Jeanne Philippe et Ludovic Fouchant en décembre dernier alors qu'ils faisaient escale quelques jours à Rennes. Début 2019, ce super couple de freelance a cofondé Nomad Path, un média dédié aux digital nomades. Je les avais découverts quelques mois auparavant sur Instagram et leur contenu ainsi que leur état d'esprit m'intéressait tout particulièrement. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le digital nomadisme ou nomadisme numérique, c'est le fait de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde avec un simple ordinateur. La communauté des digital nomades ne cesse de s'accroître et ce nouveau mode de vie est de plus en plus pratiqué. Dans ce 22e épisode, on aborde des sujets tels que le fait de quitter son job, de se lancer en freelance, des avantages et inconvénients d'être digital nomade, des astuces pour trouver un super logement pas cher à l'étranger ou encore des pays qui les ont le plus marqués. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Moi je vous souhaite une excellente écoute, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour un nouvel épisode, toujours le dimanche à 10h. Ciao. Donc moi ce qui m'intéresse pour démarrer c'est avant d'entreprendre, quelles ont été vos différentes expériences ? Alors déjà merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Ludovic. Donc avant juste d'entreprendre, donc de créer le média Nomad Path, donc j'ai un parcours un peu classique. Donc j'ai fait des études à Bordeaux en finance. Donc ensuite je suis parti sur Paris pour faire mon master 1 et master 2 de finance. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un milieu qui allait pas du tout être fait pour moi. Que ce soit le cadre, que ce soit la façon de penser, la manière d'innover. Par exemple, c'était des choses qui étaient un peu qui allaient trop lentement pour moi. Donc du coup, je me suis dit, j'ai un master de finance, je suis passionné par l'écosystème startup, donc qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder un petit peu donc, les entreprises de conseil et qui faisaient notamment de la transformation digitale pour pouvoir accompagner des grands groupes sur leurs problématiques liées à l'innovation. Et moi, vu que j'avais un peu ce profil un peu hybride entre personnes qui a déjà travaillé dans des grands groupes et passionnés d'innovation, ça a fini par coller. Donc j'ai été pendant 2 ans dans une entreprise justement qui faisait ça. Je me suis fortement rapproché de l'écosystème startup. J'ai rencontré beaucoup de freelance et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai décidé finalement d'entreprendre parce qu'on parlait pas mal des sujets du futur du travail. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer autour du sujet du remote et du nomadisme digital. Ok. Et toi, Jeanne ? Et moi, du coup, j'ai fait une école de communication, j'ai fait l'ISCOM. Je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, en vrai. Et j'ai commencé à travailler en agence. Du coup, j'étais chef de projet dans l'agence qui s'appelle Marcel, qui appartient à Publicis. Et j'ai travaillé sur des gros comptes. Je travaillais pour Oasis, Contrex, Total, le Centre Pompidou. Enfin, vraiment des gros clients et des gros budgets. J'ai appris énormément de choses et j'ai adoré ce que je faisais. Mais pareil, à un moment, j'ai quand même bossé 5 ans. À un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie de profiter de ma vie. J'ai 30 ans et j'ai un peu l'impression d'avoir déjà passé pas mal de temps au boulot. Et quand je rentrais le soir, soit j'étais fatiguée. Du coup, j'avais un peu envie de rien. Donc voilà, ça a été un déclic un peu en même temps qu'on a eu en fait. Ok. Et donc justement ce déclic pour se lancer, il est arrivé comment en fait C'était justement vous vous sentiez bridé avec vos jobs et vous êtes dit on se lance. C'est venu de quoi en fait ? C'est venu d'un voyage ? C'est venu de... Ouais, c'est venu d'un voyage. En fait, on a été l'année dernière, si je me trompe pas, au Sri Lanka. Donc on était tous les deux en CDI à l'époque. On partait 2 semaines en voyage. C'est la première fois qu'on allait en Asie. On est parti au Sri Lanka, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Tous les deux, on est passionnés de photos et de vidéos. Donc, dès qu'on part en voyage, pour nous, c'est juste génial. Et en fait, au Sri Lanka, à la fin de notre trip, on est allé dans un petit village, et je ne me rappelle même plus le nom. Et on s'est posé dans un café pour manger.
Et en fait, on a vu des gens qui travaillaient de leur ordinateur. On voyait que c'était pas des Sri Lankais. On savait pas trop d'où ils venaient. Il y avait plein de gens dans ce café qui bossaient. Et à l'époque, moi en tout cas, je savais pas trop ce que c'était. Toi, Ludo, je crois que tu avais déjà un peu notion de ce qu'ils faisaient. Ouais, j'avais un petit peu entendu parler du nomadisme digital, mais pour moi, c'était quelque chose de très flou qui n'existait pas. Et là, le fait de le voir, ça a un peu matérialisé la chose. Et après, c'est un peu devenu une obsession pour nous. Ok. En fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait l'impression un peu de travailler pour après pouvoir profiter de nos vacances. Et 5 semaines par an, Ouais, en c'est ça. fait, juste c'était pas assez, Ouais. quoi. Puis de se dire justement, je bosse toute la semaine, j'ai hâte d'être en week-end, j'ai hâte d'être en vacances, et au final, la vie se résume pas à ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est là où on s'est dit, mais tous les deux, on est passionnés de voyage et de plein d'autres choses, mais pourquoi juste 5 semaines par an et en rêver tout le reste de l'année, quoi. C'est clair. Ok. Et donc vous avez créé Nomad Pass. C'est quoi du coup? C'est un média dédié aux digital nomades, c'est ça? Ouais, alors du coup, nous, le constat qu'on a fait, on avait un peu cette obsession en tête. Du coup, on a commencé à chercher pas mal de contenu. Et on trouvait beaucoup de contenu anglophone sur le sujet, mais en francophonie, il y avait très peu de contenu, ou sinon des choses assez légères qui vendaient un petit peu du rêve. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, eh ben, nous, on va tenter ce mode de vie, et pourquoi pas le documenter pour, en gros, essayer de faire le média qu'on aurait rêvé d'avoir juste avant de partir. Donc, c'était un petit peu l'idée, et on s'est dit, bon, on va partir et documenter tout le processus à travers Nomad Pass. Du coup, on se revendique comme le premier média dédié à la culture nomade digitale et au travail en remote. Ok. Et donc en termes de contenu, qu'est-ce que vous produisez comme contenu? C'est des vidéos, du contenu sur Instagram aussi qui est hyper quali. En termes de contenu, alors tous les lundis matin, on envoie une newsletter où on donne pas mal d'infos. Enfin, à chaque fois, c'est sur un thème en particulier. On va donner des tips, des ressources. Tous les mercredis, on sort une vidéo où là, on va répondre à une question, où ça va être des interviews de personnes, soit digital nomades, soit en remote, soit d'entrepreneurs. Enfin, il y a plein d'interviews diverses et variées. Et après, ouais, on produit du contenu en gros sur Instagram un peu tous les jours pour vraiment être dans notre quotidien de digital nomade qui s'est lancé il n'y a pas longtemps en fait au final parce que c'est extrêmement récent. On s'est lancé milieu de cette année 2019 et donc c'est vraiment documenté dès le départ, tu es avec nous et puis tu nous suis dans tout notre processus de freelance. Je pense que je vous ai suivi sur Insta, je sais pas, peut-être dans les premières semaines et j'avais l'impression que le compte existait depuis longtemps en fait. C'est vraiment, ouais, je crois que le compte il était déjà, enfin Ludo tu l'avais déjà fait, il était créé mais il y avait genre 2-3 posts en mode on arrive bientôt quoi. Okay. Et puis en fait on s'est dit qu'on allait le lancer officiellement le 1er mai parce que ça nous paraissait un beau symbole et que nous on venait d'arriver aussi à notre première destination. Donc on s'est dit voilà c'est bon, on était prêts quoi. Clairement ouais. Et pour faire grandir cette communauté, vous avez utilisé quel type de tips? Vous avez ciblé sur Insta principalement, sur d'autres réseaux? On n'a pas, il n'y a pas eu de. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, ouais. On a rien fait. Après l'avantage aussi, c'est qu'en effet on est sur plusieurs contenus différents. Il y a des gens qui nous suivent par exemple qui reçoivent peut-être que les mails. Il y a des gens qui regardent que les vidéos. Ou il y a des gens qui sont que sur Insta. Et du coup, on essaie de faire que tout le monde soit un peu partout pour montrer que, il y a plein de choses différentes qu'on apporte dans chaque contenu. Et oui, surtout, on n'avait pas vraiment de stratégie éditoriale. On s'était dit que, vu que c'est un peu un side project pour nous, parce qu'on est freelance à côté, donc on s'est dit, bon, on va essayer de dédier tant de temps par semaine aux médias. On s'en tient à produire notre contenu. Typiquement, sur YouTube, on fait une vidéo par semaine, mais on ne s'est pas dit, on va faire un peu des techniques de growth, etc. On tient à être régulier pour que les gens puissent nous découvrir au fur et à mesure, mais pour l'instant on n'avait pas de réelle stratégie d'acquisition ou quoi que ce soit, mais ça viendra probablement en 2020. Ok, et du coup on va parler maintenant du fait d'être digital nomade. Donc première question, c'est quels sont vos statuts juridiques? C'est quoi, c'est micro-entrepreneur? Ouais, on est tous les deux du coup micro-entrepreneurs. On s'est lancé en début janvier, donc avec ce statut à la base. Ok. Et comment vous avez trouvé vos premiers clients? Alors déjà, juste avant, quand même, vous êtes freelance en quoi? C'est quoi votre expertise, on va dire? Moi, je suis dans le social media et la création de contenu. Je fais de la photo. Ok. Et moi, je suis freelance en Facebook acquisition. Donc, ok. Acquisition client via Facebook et Instagram. Ok. Du coup, je reviens à ma question. Comment vous avez trouvé vos premiers clients?
Alors, premier client, je pense que c'était par le réseau. Donc, j'ai travaillé premier client avec la maman de Jeanne pour Ok. l'aider sur une de ses offres. Et après, j'ai contacté une personne aussi que je suivais pas mal sur les réseaux et qui était à Bali, entre autres, donc notre première destination. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé de travailler pour lui gratuitement. Donc lui, il fournissait juste le budget publicité. Et l'idée, c'est que lui, il gérait un co-living à Bali. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un co-living, c'est en gros un mélange entre un coworking et un hôtel. Tu peux dormir sur place et tu vas avoir un espace pour travailler. Donc l'idée, c'était de lui amener des personnes, justement. C'est ce que j'ai fait cette approche en disant, bah, tu payes juste les frais de publicité et moi, je te fais tes campagnes. Donc c'est un peu les premiers clients que j'ai eus comme ça. Ok. Et moi, c'était via la plateforme Malte. Ouais. Premier Connu. client. Ok. Et du coup, quels sont les avantages, selon vous, et les inconvénients d'être digital nomade? C'est une question qu'on pose tout le temps aux autres, mais est-ce que nous, on se l'est posée? Ça se trouve, il n'y a pas d'inconvénients. Ouais, non, mais si, forcément. Avantage, moi, je dirais, c'est Après, je pense que c'est très personnel, mais pour moi, c'est d'être totalement libre, en Ouais, fait. c'est ça. De me dire si demain, j'ai envie d'aller vivre, je sais pas, à Bali, bah, je peux le faire. Je suis pas forcément limitée dans le temps. Après, il y a toujours des histoires de visa, etc. Mais enfin, me dire que voilà, si je m'y plais pas, je peux aller totalement dans une autre destination. Moi, c'est ça qui me plaît. Ouais, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir s'affranchir de pas mal de contraintes, contraintes géographiques. Donc, c'est un peu, ça reprend ce que Jeanne disait. Et donc, du coup, de pas forcément être sur place pour pouvoir travailler avec ses clients, c'est un gros atout. Et moi, depuis le début, en gros, j'ai essayé de créer mon statut de freelance et mes offres pour qu'elles répondent en fait directement à cet enjeu, Ok. à avoir un peu une vie sur mesure. Ok. Et les inconvénients? Les inconvénients. Inconvénient, ouais, moi je dirais c'est pas forcément avoir de chez soi, mais pour l'instant je le vis pas vraiment comme un inconvénient. Forcément, on a qu'un sac à dos, donc c'est peut-être ça le hic. Après, j'ai l'impression que ça nous a fait un grand bien justement d'avoir Ouais. que ce sac à dos et d'avoir que ça et de plus acheter de choses futiles qui nous servent pas. Donc pour l'instant, je le vois encore comme un avantage. Je me dis que peut-être dans le temps, peut-être qu'à un moment, je me dirais bon, à un moment, on a peut-être besoin d'un chez nous, quoi. Ouais, Ok. je pense aussi que ça peut être le fait d'avoir un peu cette constante instabilité, ça peut déranger certains. Ouais. Mais moi, je suis persuadé que ça va être pendant quelques mois et qu'après, forcément, ta situation va s'améliorer. Et aussi, un autre point, c'est quand si tu changes trop souvent d'environnement, c'est reprendre une bonne routine. Là, ça va être compliqué. Typiquement, si tu prends un logement et que tu vois, pour travailler, tu n'as C'est pas clair. forcément un bureau. Au Vietnam, pour bosser, on avait une table basse et du coup, c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est ce type d'éléments qui font partie des inconvénients. Faut s'adapter, quoi. Ouais, exactement. Ouais, puis après, il y a aussi les pays où tu vas. Un gros inconvénient, c'est que, par exemple, nous, quand on était en Asie, il peut y avoir pas mal de coupures d'électricité, pas d'internet, etc. Après, on a toujours réussi à s'en sortir Ouais. jusqu'à présent. Ouais, clairement. Ok. Est-ce que vous avez des applis, plateformes à nous conseiller en tant que digital nomade? Alors, on a fait une vidéo sur le sujet. Ouais. Est-ce Il y qu'on en a est... plein. On a plein. Un top 3. C'est quoi Un qui vient en top tête? 3 digital nomade. Bah, déjà, je pense qu'il y a Freebie, Ouais, Freebie. Donc, Qui dont permet on n'avait de- pas encore parlé, je crois, dans la vidéo, parce qu'à l'époque, Euh, on ne connaissait pas. qui permet en fait de gérer sa compta en tant que freelance. Ok. Donc je pense que déjà c'est un gros frein pour certains qui sont pas forcément lancés. Mm. J'ai l'impression que la compta ça va être extrêmement compliqué, mais avec les bons outils, avec la bonne méthode, tu peux juste gérer ta compta pendant 30 à 1 heure par mois, 30 minutes à 1 heure. Donc c'est C'est cool cool. d'avoir ce type d'outils. Ok. Ouais. Après, Après, nous, bah, quand même, tout ce qui est carte bleue sans frais, nous, on est sur N26. Oui. Mais ça, j'avoue que ça nous sauve quand même la vie, puisque le nombre de fois où tu retires. En plus, il y a un avantage vraiment qui nous a servi avec cette carte, c'est que. Alors après, je crois qu'il y a d'autres cartes qui le font, mais c'est que tu peux bloquer ta carte quand tu ne l'utilises pas. Tu peux la verrouiller, en Ouais. fait. Et typiquement, quand on était à Bali, il y avait énormément de vol, de scan de carte bleue. Et du coup, à chaque fois que tu l'utilises pas, bah, tu la verrouilles. Et quand on a besoin, Ouais. tu la déverrouilles. Donc ça, c'était... Je pense que c'est une des choses qu'on a le plus utilisées. ouais. Et après pour terminer ce top 3, je pense à Nomad List. Du coup, c'est un site qui a été créé par Peter Levels, qui est un peu le pape du nomadisme digital. Et en gros, ça te permet d'avoir un mapping de toutes les destinations digital nomad friendly avec le coût de la vie associé et avec la Trop vitesse cool. d'Internet.
Donc c'est pas mal. Donc on se base souvent sur ça pour choisir nos prochaines destinations. Tu vas avoir un top des villes en fonction de la qualité du Wi-Fi, du coût de la vie. Pour le coup, on est un peu mitigé pour les tarifs parce que parfois c'est annoncé des choses. Le coût de la vie est un peu cher. Je sais pas quelle est leur barrière, mais à chaque fois c'est un peu cher par rapport à ce que nous on a vécu en se faisant quand même un peu plaisir. Ouais, typiquement Paris, je crois qu'ils disent qu'il faut 2500 € par mois pour vivre à Paris. Donc je pense qu'il faut réadapter. Bali disait 1300 € par mois alors qu'on dépensait pas du tout ce montant-là. Ok. Ouais, c'est cool ça comme outil. Et après, il y a aussi des infos qui sont intéressantes, je trouve, moi qui suis une femme. Il y a aussi la sécurité pour les femmes. Si par exemple, tu es une femme et que tu veux voyager seule, c'est pas mal de savoir si c'est sécure ou pas. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Ça parle aussi de la pollution. Est-ce que c'est gay-friendly ou pas Enfin, il y a plein d'infos qu'on sait pas forcément en fait quand on va dans une destination. Donc là, ça recense vraiment tout. Tout ça est réuni tu peux te faire ton petit tri et c'est facile. Très bien. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des gens qui hésiteraient à se lancer ou non dans le digital nomadisme ? Pareil, c'est une question qu'on pose tout le temps. On ne se l'est jamais posée à nous. Si quelqu'un l'a posée il n'y a pas longtemps, et la réponse moi que j'ai, c'est si tu l'as dans un coin de ta tête et que tu as envie de le faire, fais-le en fait, parce que tu ne seras jamais vraiment prêt. Ton projet ne sera jamais vraiment prêt en fait tant que tu ne le feras pas. Il y a toujours des choses à affiner, tu auras toujours l'impression que tu n'es pas prêt à te lancer, que tu peux repousser, que tu viens d'acheter un appart ou tu as eu un enfant, machin. Tu te dis toujours c'est pas le bon moment. Moi je dis fais-le parce que dans 10 ans après, ce sera peut-être trop tard, quoi. Après, je pense qu'il y a 2 critères pour moi qui sont assez essentiels avant de partir. C'est au moins partir avec peut-être 6, 7, 8 mois d'économie, pour au moins ne pas avoir cette pression financière au-dessus de la tête. Donc c'est un peu nous ce qu'on a fait. Ou sinon trouver un client et dire je pars quand j'ai un client. Donc ça peut être au choix. Nous on avait pris le choix de dire on part avec des économies parce qu'en fait on n'était pas du tout lancé en tant que freelance. Limite quand on s'est lancé on n'avait même pas d'offres à proposer, et donc du coup c'était un critère aussi pour nous de dire on veut se lancer en partant directement pour pouvoir lancer notre média en partant de zéro, en disant quelqu'un qui a jamais été freelance, combien de temps il va faire pour trouver ses premiers clients. Donc c'était un peu l'idée, mais sinon soit du coup avoir des économies ou soit partir avec un premier client. C'est deux bons conseils. Ok, super. Donc maintenant on va parler voyage, puisque c'est lié avec le digital nomadisme. Quels sont les pays qui vous ont le plus marqué ? Moi, je pense qu'on aura une réponse commune, ce sera Bali, en tout cas. Après, ça dépend quel type de... Pourquoi ça nous a marqué. En tant que digital nomade, c'est Bali. On aurait été juste des simples voyageurs, peut-être pas, en fait. En tant que digital nomade, ce qui nous a plu à Bali, c'est que déjà, il y a une énorme communauté d'entrepreneurs. Il y a, du coup, se développent des coworking dans les cafés. Quand tu rentres dans un café, il y a 10 personnes qui sont en train de bosser. En gros, les cafés vivent un peu de ce mode de vie. Parce que les gens en vacances ne vont pas forcément boire un café ou se poser dans un café. Ils en profitent pour visiter. Donc voilà, nous, on a adoré Bali parce que, en plus, on y a rencontré plein de gens et c'est hyper facile de se parler, de s'échanger des tips, de se pousser vers le haut, en fait. Il y a pas mal d'événements pour les entrepreneurs qui sont là. Enfin, toutes les semaines, il y a des trucs. Qui parle de pas mal d'entrepreneuriat. Il y a des meet-up réguliers. Nous, on a rencontré un ami là-bas qui organise toutes les semaines des meet-up de digital nomades là-bas. Tu peux avoir accès à des conférences avec des personnes qui sont assez haut niveau en termes d'entrepreneuriat. Donc, vraiment pour développer un business. Et en gros, c'est la facilité du nomadisme digital. Si tu dis, j'ai un petit peu peur, Bali, ce sera la sécurité parce que tu sais que niveau internet, ça ira bien. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Je crois qu'il y a une grosse communauté française aussi là-bas. Il y en a pas mal. C'est un peu le centre du truc, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit en fait qu'il y a une grosse différence entre en voyage, je sais pas si on aurait vraiment kiffé, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de tourisme, ça c'est clair. Mais du coup, en tant que digital nomade, c'est hyper facile. Tu trouves un logement, on n'avait même pas de logement avant de partir, tu le trouves sur place, tu trouves un truc génial et on payait moins cher que notre appart à Paris avec une villa avec piscine. Enfin, tout est simple en fait. On ne me demande pas 15 000 papiers. Tu peux bosser de partout.
Clairement, tu peux bosser chez toi, niveau internet, ça ira, tu peux bosser dans les cafés, dans les coworking, il y a beaucoup d'offres différentes. Donc chacun, si par exemple tu es un entrepreneur assez aguerri et que tu sais que tu as besoin d'un lieu calme pour pouvoir réserver par exemple, des salles pour faire tes calls, tu peux aller en coworking. Si tu viens de te lancer et que tu n'as pas forcément besoin de ça, tu peux aller dans les cafés. Donc il y a vraiment des offres pour tout le monde et c'est vraiment top là-dessus. Et, Ok. je sais qu'il y a un point qui bloque pas mal de gens, c'est le fait justement de partir seul. Parce que nous, on est deux, donc c'est vrai que ça peut paraître plus facile. Et je pense que ça l'est. Mais il y a des gens qui ont très envie et qui nous en parlent souvent. Ouais, mais je suis tout seul, j'ose pas, etc. Et pour le coup, pour avoir parlé à pas mal de gens, en fait, personne ne se retrouve seul, en fait. Parce que là-bas, il y a tellement de gens. Tout le monde te parle, c'est hyper facile. C'est pas du tout comme en France et c'est pas un reproche que je Ouais. fais, mais quand tu es tout seul à l'étranger, bah, en fait, tout le monde va venir te parler, tu vas te faire des copains. Et j'ai l'impression qu'on a créé des amitiés encore plus fortes là-bas qu'on avait déjà de base, parce qu'on a les mêmes passions, quoi. Tout simplement. Ouais, et surtout, tu vois les gens tous les jours. C'est très rare de voir ses amis dans le quotidien, de les voir tous les jours. On se voyait tous les jours. Le soir, on sortait ensemble, on se voyait le week-end. Donc, du coup, forcément, ça rapproche les liens. Et le Carrément. fait d'être loin aussi, bah, vu que tes amis peuvent te manquer en France, bah, là, tu retrouves un peu une nouvelle dynamique d'amitié et de faire autre chose en dehors du travail. Ok. Et à l'inverse, le pays que vous avez le moins kiffé? Ou la ville que vous avez le Ouais, moins là aussi, kiffé? on est d'accord. Ouais, c'était en Malaisie. En Malaisie, en fait, la Malaisie, c'est arrivé juste après Bali. On avait booké un appart. Alors, il faut savoir quand même que pendant 2 mois, on a vécu dans une super ville à Bali, à côté de la plage. Donc, voilà, il y avait un niveau de vie. On s'habitue très vite à ce genre de niveau de vie. C'est sûr. Et on est arrivé en Malaisie. Donc, on avait booké un appart sur Airbnb pour 1 mois. Et en fait, on s'est retrouvés un peu dans la ville hyper moderne. On était sur l'île de Penang, qui a un petit quartier vieille ville, etc., qui est très très mignon. Mais on s'est retrouvés justement dans le côté un peu moderne et ça nous a fait un choc, peut-être parce que justement c'était après. Enfin, moi je pense avec le recul que comme c'était après Bali, ça a été très dur d'un coup de se retrouver dans la ville, dans un appartement et dans une société complètement différente. Là-bas, c'est justement la consommation, tout est très cher, il n'y a que des centres commerciaux de 10 étages. Enfin, on avait l'impression de revivre un peu ce qu'on vivait à Paris, je trouvais. Enfin, ce truc de ville nous stresse un peu. Toujours plus grand, Ouais. toujours plus quoi. Et du coup, là-bas, on n'a pas réussi à rencontrer de gens, vraiment. Ouais, parce que même en termes de communauté, c'est C'est différent. différent comparé Ok. à Bali. Donc, on a été dans un coworking, mais par exemple, typiquement, il y avait beaucoup de gens qui vivaient là depuis très longtemps. Donc, du coup, ils avaient un peu leur habitude. Et c'était souvent aussi, par exemple, des salariés d'entreprise. Donc, ils n'avaient pas la même vibe que tu avais à Bali. Du coup, c'était un petit peu plus compliqué pour nous. Ok. Et du coup, après les voyages, les rencontres, quelles sont les rencontres qui vous ont marqué durant ces différents périples? Alors, il y en a plein. Ouais, il y en Ils a seront plein. contents quand ils vont Ouais, c'est écouter clair. ça. On espère que vous écoutez. Alors, la première rencontre qu'on a faite, ça a été du coup nos voisins. Ouais. Parce que Ludo, pour trouver un logement à Bali, avait écrit sur des groupes Facebook. Enfin, quand les gens écrivaient qu'ils étaient à Bali ou qu'ils sous-louaient leur villa, etc., Ludo répondait et prenait contact pour poser pas mal de questions. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier logement. Et du coup, on est allé voir cette personne pour la remercier, parce que du coup, on avait un logement de fou et c'était grâce à lui. Et donc voilà, c'était nos voisins Ouais. à Bali, donc Adrien et Ella. On leur parle toujours, ils sont venus nous voir en Malaisie. Là, on va sûrement aller les voir au Canada. Enfin, on a vraiment créé une belle amitié. Donc c'est des digital nomades aussi. C'est des digital Ouais, nomades aussi. qui s'étaient installés 1 an à Bali et qui finalement, un peu avant, se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient encore envie de bouger. Donc, entre-temps, ils sont repartis au Vietnam. Là, ils sont à Montréal. Donc, ils ont aussi la bougeotte. Mais on se parle quand même tous les jours. Donc, Ouais, c'est cool. donc voilà. Ouais, une belle amitié. Ouais. Après, qui? Bah, après, Margot et Marine. Margot, Marine, Emeline. Donc en gros, c'est des personnes qui étaient déjà à Bali et pareil, on a connecté via les réseaux. Le gros avantage en fait à Bali, c'est que, bon, même partout à l'étranger, c'est que tu peux, si tu vois quelqu'un qui est dans un pays où tu as envie d'aller, bah, tu peux lui envoyer un petit DM sur Instagram et ce sera pas du tout bizarre
Par exemple, si comme toi, tu nous as envoyé un DM qu'on était à Rennes, nous on n'a pas trouvé ça bizarre. Alors qu'à Paris, si tu fais ça avec un de tes voisins, je pense qu'il est là, mais tu me veux quoi en fait? Du coup, les rencontres étaient plus faciles et donc du coup, avec Margot, Marine et Emeline, on travaillait beaucoup souvent ensemble et on travaillait sur pas des projets communs, mais là, Margot en gros a monté un collectif de freelance nomades. Cool. Donc entre il s'appelle comment? Il s'appelle le Hub Nomade. Ah ouais, je connais. Okay. Voilà. Donc c'est elle. Et donc du coup, on a intégré le collectif et franchement, c'est une hyper belle initiative. Ça met un peu en avant aussi le mouvement, de montrer que c'est pas juste des cas isolés de gens qui en ont marre de Paris, qui partent, mais que ça peut être vraiment un mouvement qui peut un peu plus nous dépasser. Ok, c'est cool. Et pour revenir à ce que tu disais, la recherche de logement, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est un tips intéressant pour trouver des logements. Gros tips. Parce que justement, comment vous faites pour trouver vos logements? En fait, alors ça dépend des pays, je pense, mais là maintenant, on s'est rendu compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent juste sur Airbnb, Booking et tout, mais on s'est rendu compte en étant sur place dans les villes que en fait c'est 10 fois plus cher sur Airbnb et sur Booking. Typiquement, la villa qu'on avait à Bali, on payait 800 € par mois. Ah ouais. Mais sur Airbnb, si tu mets un mois, ça te mettait 8000 balles, quoi. C'est juste, donc les gens, ça leur paraissait aberrant parce qu'en fait, ils multiplient le nombre de nuits. Sauf qu'en fait, sur place, tu peux vachement négocier. Bah, si je reste 2 mois, est-ce qu'on peut pas me faire un prix? Parce qu'après, vous n'avez plus rien à faire. Je suis là pendant 2 mois. Encore plus si tu restes 6 mois, 1 an. Donc, en gros, bien regarder dans les groupes Facebook. Et un autre tip pour moi, ce serait d'en parler à des gens qui ont déjà été, justement pour savoir si les prix sont... directement. Parce qu'ils savent qu'il y a plein de touristes qui ont envie de venir là, qu'il y a plein d'expats et tout. Donc, ils en profitent parce qu'ils savent que pour nous, c'est pas cher. Donc, faut en parler à des gens qui ont déjà été pour savoir un peu c'est quoi les prix d'un mois au moins pour pas se faire avoir, quoi. Ouais, donc clairement l'astuce, si vous voulez aller dans un pays, vous marquez sur Facebook le pays plus accommodation, vous allez forcément trouver des groupes Facebook, vous mettez dedans et vous faites une demande. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai spammé un peu tous les groupes. Donc il y avait des gens qui me écrivaient en DM, donc des promoteurs immobiliers directement de Bali, et après c'est comme ça que Adrien aussi m'a contacté. Et qu'il m'a dit nous on est passé par un agent immobilier, si tu veux tu viens, tu fais la visite, et on a vu la villa, on a dit cool. Ok, on la prend. 800 € par mois une villa, ouais, puis quand tu sors de Paris c'est juste une folie. Maintenant je me dis 800 € en vrai c'était un peu cher parce qu'on pouvait trouver pour moins cher, mais on avait une qualité de vie de dingue. Enfin c'était vraiment le luxe en avec vrai. Le ménage tous les 2 jours et ça. Ménage, jardinier, le mec qui te nettoie la piscine. En fait, tu ne fais rien, quoi. Donc, quand tu reviens en France, t'es pas bien. C'était limite gênant parce que quand on mangeait, par exemple, ils prenaient nos assiettes et tout. On fait non, mais on va le faire. Ouais, on avait un peu l'impression d'être assisté, mais parfois ça peut faire du bien. Quand tu dois te focus sur ton travail. C'est ça le gros avantage. Ça te motive à bien rentabiliser le truc, quoi. Et pareil aussi, quand tu te fais livrer à manger le midi, en gros, t'as pas un peu cette réflexion de dire bon, vas-y, je mange pas ce midi. Moi, limite, je prenais tout le temps la même chose tous les midis, je commandais, et comme ça, tu peux vraiment te focus sur ton travail. Quand tu lances tes activités, je pense que c'est vraiment bien de faire ça. C'est clair, c'est hyper important. Et donc, après les rencontres, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire en termes de boîtes, de gens, d'entrepreneurs ou pas, d'artistes? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Alors, quand j'étais pareil, à Bali... le top 3, on va pas... Attends, déjà, je sais même pas si j'aurai un top 3. Quand j'étais à Bali, j'ai rencontré Thomas Despins, du coup, la personne dont j'ai fait ses campagnes Facebook, qui a ouvert un co-living. Et lui, il était hyper inspirant parce qu'en gros, il a fait Bordeaux, Bali en vélo, à rencontre un peu des startups dans les villes où il allait. Et en gros, il me racontait qu'il a vécu des moments de down, genre vraiment qu'il était à moins 2000 €, etc., il a été hébergé par une famille à Bali, etc., parce qu'il avait plus d'argent, et qu'après, derrière, il a rebondi, il a monté sa boîte, et que là, maintenant, il a un visa investisseur à Bali. Il a ouvert sur une île privée un espèce de cottage 100% écologique, où il a réussi à apporter l'électricité pour les habitants de l'endroit et tout. C'est vraiment fascinant comme parcours, et tu as un peu l'impression que les gens qui un peu quittent tout pour vivre leurs rêves, et même s'ils vont galérer, par exemple 2 ans, se retrouver dans des situations hyper délicates, au final ça va toujours finir par payer quand tu persistes et que tu crois en tes projets. Donc c'est un peu la philosophie qui m'a transmise. Oui, puis il expliquait en plus que dans ces moments un peu durs, il avait le choix. Il pouvait très bien rentrer chez ses parents en France ou
ou continuer de se battre. Et en fait, nous, c'est ça qu'on aime bien. C'est l'idée de se dire, si t'abandonnes pas, en fait, t'as deux choix. Si t'abandonnes pas, enfin non, t'as qu'un choix, tu peux que réussir. La persévérance. Ouais. Et pour moi, je sais pas, je trouve ça hyper... on a tous des moments un peu difficiles et juste se rappeler ça, ça fait du bien. Ouais. Carrément. Ok. Et après, je sais pas si on a d'autres personnes... Après, moi, c'était c'est un personnel. bon exemple. Je sais pas si c'est partagé ou pas. Oui, Bon, c'est partagé. après, il va y avoir des entrepreneurs, les classiques, les Elon Musk, etc. Oui, Moi, ouais, ils m'inspirent beaucoup, mais plus terre à terre. Moi, c'est des gens que j'ai rencontrés. Et aussi le fameux Peter Levels dont tu parlais, là, qui a monté le site Nomadlist. Pareil, lui, il m'inspire pas mal parce qu'il s'inscrit dans le mouvement Maker. En gros, c'est des mecs un peu solopreneurs, etc. Moi, j'aime beaucoup cette vision de dire que tout seul, tu peux réussir à créer des choses assez belles. Et donc, du coup, il a créé ce projet. Il a créé un autre projet qui s'appelle Remote OK, où en gros, il fait payer des boîtes 100% remote pour qu'ils puissent poster des annonces de jobs. Et en gros, il est hyper transparent sur ce qu'il fait sur ses projets. Et donc, du coup, il met pendant tous les mois combien il a gagné avec ses projets, etc. Donc, c'est hyper transparent. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette vision. C'est cool. Genre, moi, je suis tout seul, j'ai réussi à faire ça. Et ça a pas mal d'inspiration pour moi, ce mouvement des makers. Ok. Et en France, il y a Remotive aussi. Ouais, on a rencontré Rodolphe qu'on a interviewé. Ouais, très sympa, très cool aussi, très belle vision du remote. Que des offres remote, si des gens sont intéressés, c'est hyper cool. Et toi, Jeanne J'avoue que moi, oui, pareil, il y a Thomas Despins parce que je trouve son histoire incroyable et j'ai envie de dire, le mec, je crois qu'il a mon âge en plus, donc il a déjà vécu des trucs de dingue. Ah non, il a mon âge, il est plus jeune. Ah ouais, voilà, il est encore plus jeune que moi et il a déjà vécu des trucs incroyables. Mais non, là, comme ça, Très bien. On va passer, c'est toi qui t'inspire. Non, pas non plus. On va passer à la suite. Et donc, du coup, le futur pour vous, c'est quoi pour vous et puis pour digital, en tant que digital nomade, puis pour Nomad Pass, alors, le futur, on veut repartir, parce que là, on est en France depuis 3 mois. Déjà 3 mois. Wow. Pas trop déprimé Non, franchement, non. Moi, un petit peu. On a un peu appris la philosophie de essayer d'être heureux un peu dans ton quotidien et de dire qu'il ne faut pas que ce soit dépendant de l'endroit où tu es, même si évidemment quand on regarde nos photos de Bali ça nous fait vachement bader, mais du coup en gros essayer d'être un peu constant dans tes attentes, un peu d'avoir de la gratitude pour tous les moments quotidiens, comme ça quand tu repars tu es 10 fois plus heureux et ça t'évite d'avoir une phase de déprime et une phase où tu es hyper heureux. Ok. Donc, au début, on voulait repartir dès janvier, mais janvier, c'est demain. Donc, là, on se dit plutôt fin janvier, début février. Après, on a aussi une nouvelle philosophie de vie où on est un peu à l'arrache, clairement. C'est l'Asie qui nous a fait ça, mais on aimerait bien aller en Thaïlande parce qu'en effet, il y a pas mal de digital nomades. Il y a pas mal d'endroits qui ont l'air chouettes et qu'on a envie de voir. Mais... Enfin voilà, c'est ça. On s'est fait une liste de toutes les destinations qu'on aimerait faire, mais il faut trier. Il faut regarder si c'est possible. Et voilà, après, on aimerait beaucoup retourner à Bali parce qu'on a vraiment adoré et que, enfin voilà, on a plein de gens qu'on a envie de revoir là-bas et que c'est un endroit qui nous a beaucoup inspiré, motivé. Et donc, on sait qu'on va y repasser, en fait. Enfin, ça, c'est sûr et certain. En plus, il y a du coup Margot qui a fondé le Odd Nomad, qui veut faire une espèce de session de co-living pour tous les membres qui ne sont pas forcément rencontrés, puissent se rencontrer au sein d'un même endroit pendant 1 à 2 semaines. Donc, ça peut être très cool d'être là-bas à ce moment. Et puis sinon, en termes de projet, après, je pense que c'est plus personnel. Évidemment, sur le freelancing, atteindre certains objectifs, soit de chiffre d'affaires, soit de clients touchés. Et sur Nomad Pass, je pense qu'on va continuer à créer du contenu. On va voir un petit peu avec la communauté si on s'oriente sur tel ou tel type de contenu. C'est pour ça qu'on essaie d'en parler le plus rapidement possible. Et après aussi, en 2020, essayer de monétiser tout ça, voir comment on peut faire sur quel type de format. Soit, je pense que ce sera plus un format éducatif pour un peu aider les gens qui veulent passer un peu à l'étape supérieure et dire comment nous on est passé de 0 à 1. Mais pareil pour le freelancing, comment trouver tes clients tous les à tips distance. qu'il faut, Exactement. Tous les bons outils, quoi. Voilà. Ok. Et donc, dernière question, la fameuse, quels sont les entrepreneurs que vous me conseillez pour un prochain podcast Ah ouais, il y a cette question. Ah ouais, il y a cette question. Je la voyais pas venir, celle-ci.
peut-être la personne qui vous inspirait justement, Thomas. Ouais, Thomas Despins. Après, si Ouais. tu veux aller à Bali Ça peut te pour faire l'interviewer. un petit, peut être un beau une projet. petite semaine Ouais. de digital nomadisme. Surtout que ça a l'air vraiment très très chouette. Ouais, ça Ouais. te fera une bonne excuse pour y aller. Ok, très bien, c'est cool. Merci à tous les deux pour Merci cet à toi. court Merci. échange et puis à bientôt. Salut. Ciao. Salut. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur avec un s.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bise et à bientôt.